Bonjour, donc on va parler maintenant projet IT digital, comment manager un projet IT digital et notamment l'impact sur l'emploi et dans les entreprises. Nous avons aujourd'hui Olivier Casulot, responsable régional du Syntec numérique, qui devra malheureusement nous laisser rapidement parce qu'il doit prendre un avion, hein, il est très demandé, Olivier. Hervé Bourdon, fondateur de Why Digital, qui aura lieu en fin de semaine à la Coque à Marseille pendant 2 jours, jeudi et vendredi, spécialisé sur le digital marketing. Laurent Ruet, DSI de transition, ancien DSI de voyage privé et d'Allopneu, et Vincent Roch, DSI du groupe Berthaud, groupe de transport. Olivier devant partir, on va laisser Olivier qui a une vision Syntec et qui est aussi dirigeant d'une ESN, entreprise de services numériques, anciennement SS2I, donner sa vision. Parce que les projets IT, on parle d'intégration d'infrastructures, logiciels, mais maintenant le digital fait partie, voilà, on parle de transformation digitale, d'expérience client interne et externe. Quelle est la vision du Syntec et de ton entreprise, Olivier? Alors, bon, je suis désolé, mais effectivement, je pourrais pas trop rester. Une anecdote qui est rigolote, c'est que NetSystem, donc la société que je dirige, travaille en ce moment sur un projet de transformation chez Groupe Berthaud, donc sur un vaste projet de RP. Donc ça pourrait être un moment peut-être d'éclairage particulier justement sur ces enjeux qui sont fondamentaux. Ce que je pourrais dire, alors au titre du Syntec numérique, il y a en tant que délégué régional, je pourrais dire simplement qu'il y a un vaste programme de réflexion sur l'évolution des métiers des ESN au service bien sûr de nos clients finaux, puisque nous sommes jamais que des faire-valoir. Voilà, on est au service de tous les pans de l'économie. C'est la force du digital, c'est sa transversalité, on intervient partout et ces réflexions mènent essentiellement à imaginer les changements du digital au travers des innovations de rupture. On en a parlé précédemment, tu as animé la table ronde sur l'intelligence artificielle, sur bien sûr l'évolution des objets connectés, l'exploitation des data, etc. Et tous ces enjeux-là auxquels les ESN doivent les premières s'adapter pour apporter et ensuite mener des projets au sein de leurs clients. Côté NetSystem, ce que je peux dire simplement, c'est qu'effectivement, manager un projet digital, alors je vais peut-être passer pour un dinosaure, mais il n'y a pas de grande différence fondamentale. Il y en a, mais pas fondamentale avec ce qu'on fait depuis 20 ans. On manage des projets de transformation informatique. La différence fondamentale, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, allez, on associait l'informatique à IBM, et aujourd'hui, quand on parle du digital, on va parler de Google dans l'esprit des gens. Alors, ça a l'air de rien, mais ça change tout. C'est qu'effectivement, on est passé à une économie de plateforme, une économie de services, d'usage, et donc de transversalité. Auparavant, les DSI, c'était un peu, pardon, leurs défauts, mais elles ont évolué beaucoup, grâce notamment à d'excellents DSI qui ont joué le jeu. C'est que c'était des baronnies souvent dans les organisations assez siotées. Et aujourd'hui, un projet digital, il ne peut pas se mener comme ça. Il se mène nécessairement dans la transversalité, il se mène nécessairement au service du business, et donc en travaillant en collaboration. Et c'est pour ça que je milite beaucoup pour que les DSI siègent au COMEX, hein, ils ne soient pas rattachés à des DAF qui malheureusement ne comprennent rien au digital ou à l'informatique, si ce n'est lire des chiffres. Ils siègent au COMEX pour aider le commerce, le marketing, la R&D, l'innovation, bref, tout ce qui fait l'ADN de l'entreprise, à porter et promouvoir ces sujets qui ne peuvent pas exister sans essence technologique. Voilà ce que je peux dire. On est d'accord qu'en fait, depuis 5 à 10 ans, où on avait des projets informatiques ou de transformation digitale liés à la DSI et autres, maintenant les opérationnels ont aussi un mot à dire et ont un impact aussi sur les DSI qui n'est pas toujours évident, comme tu parles de mettre les DSI dans les COMEX. Les COMEX, hein, c'est les centres de décision des grandes entreprises. Et donc, si le DSI n'y est pas, il a beaucoup moins d'impact sur la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est quand même un point important, notamment avec le digital marketing qui rentre dans tous les projets, hein, parce que quand on parle de RP et de CRM, maintenant, la com est complètement intégrée, ce qui n'était pas le cas avant, hein, clairement. Donc toi, au niveau Syntec, et même au niveau du profil de tes collaborateurs, est-ce que ça a changé avant comme il doit partir? Est-ce que ça change le profil de tes chefs de projet qui étaient avant très informaticiens, entre guillemets, et qui maintenant doivent traiter autrement qu'avec juste des DSI? Alors, nous on n'est pas une ESN traditionnelle. On est une société de conseil. Alors maintenant, on dira en transformation digitale. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on est, depuis l'origine,
des gens qui travailleront pour les métiers, la maîtrise d'ouvrage, afin de piloter la maîtrise d'œuvre, la réalisation. Donc moi, je n'ai pas véritablement cette difficulté. Alors, on a toujours une difficulté d'acculturation à tout ce qui se passe, aux nouvelles technologies, aux enjeux, etc. Mais par définition, nos consultants sont des profils à la fois techniques, mais aussi métiers fonctionnels, qui comprennent des enjeux d'organisation et de bizdev, et donc ils s'adaptent à ces contextes-là sans grande difficulté. Voilà. Et au niveau Syntec, vraiment une vision des acteurs du numérique. Il y a quand même ces dernières années, on va dire, il y avait vraiment une séparation entre les télécoms, l'informatique, voire la communication qui était quand même beaucoup moins développée. Tu fais partie des exemples, mais depuis le début, vous avez toujours travaillé dans ce sens-là. Mais quel impact ça a globalement sur les entreprises numériques? Alors, sur les entreprises du numérique, les enjeux ils sont majeurs. Bon, il faut quand même avoir à l'esprit que, je le disais précédemment, il y a 1900 adhérents au Syntec numérique pour 85% représenté du marché global qui est de 55 milliards. Donc, c'est une industrie méconnue, mais monstrueuse. Donc là-dedans, vous imaginez bien qu'il y a toute la chaîne de valeur du digital, des infrastructures, des réseaux, la sécu. Alors même si les télécoms, il y a une convention spécifique, mais ok, c'est pas toi que je vais le dire. Ceci étant dit, il y a une révolution qui s'opère aussi dans ces business. Je donnerai deux exemples. Le premier, quand Renault refait fondre son système, son portail, j'ose plus dire portail web, ça se dit plus, hein, sa vitrine digitale. Il signe avec Publicis et pas avec Capgemini. Donc là, je ne sais pas si ça parle à nos Publicis auditeurs. étant une agence de communication, Voilà. Et Capgemini est plutôt un spécialiste de l'informatique. Donc, voilà. Donc tu as des questions fondamentales à te poser quand tu es Capgemini et te dire mais attends, c'est moi le spécialiste de la technologie digitale et pourquoi on va chez Publicis? Parce que Renault ne veut pas un site internet digital, il veut une expérience digitale. Et cette expérience, c'est une émotion, c'est une marque qui vit dans l'ère digitale. Et donc, les ESN, il faut qu'elles s'adaptent à ça si elles veulent continuer d'exister sur ce segment-là. Les segments, ils sont multiples. Après, dans le digital, tu as un autre élément concomitant, c'est que le numérique, le digital, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner les couches basses du système d'information, toutes les parties exploitation, automatisation, orchestration du système d'information, et il y a des pans entiers. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut avoir à l'esprit d'actions du quotidien qui sont menées par des équipes qui maintiennent des systèmes informatiques qui vont être, remplacés par des machines. Donc, tu as des gens comme Atos, 110 000 collaborateurs. Ils savent qu'à 5 ans, ils ont 10 000 collaborateurs, tu fais la ratio, qui doivent être immanquablement reformés à autre chose, sinon ils seront sur le carreau. Donc oui, les enjeux, ils sont monstrueux. Voilà. Et les réponses, on ne les a pas toutes. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a 5 ans, le community manager, il n'existait pas. Facebook, voilà, et il y a à peine les premières formations qui sortent. Or, le métier s'est encore transformé. C'est ça. Et on ça est plus manager des réseaux sociaux et de la com digitale maintenant que community manager. Donc, on est dans un monde qui bouge très vite et les formations sont plus sur le terrain que théoriques. C'est ça. Et merci. Merci. Si tu veux pas louper ton avion, je vais pas tarder, mais je vais quand même un peu profiter de ce que vous avez quelques minutes si je suis autorisé. Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est Laurent, tu nous fasses du point de vue parce que Laurent a travaillé chez Allopneu et Voyage Privé, qui sont autant des entreprises qui ont intégré pas mal de solutions techniques, mais qui sont très bonnes aussi en termes de communication. Donc, tu as une vision d'un DSI qui a touché beaucoup de strates avant qu'on parle vraiment d'un projet en particulier avec Vincent. Effectivement, pour avoir travaillé 20 ans dans des sociétés e-commerce qui ont créé un modèle digital très tôt, déjà dans le tourisme pendant plus de 12 ans, et effectivement avec Voyage Privé pendant 3 ans sur ces années plus récentes, le tourisme a connu cette transformation digitale et l'informatique, forcément. Moi, j'ai vu passer du Minitel au web, le modèle de distribution, et même dans le monde du digital, les entreprises doivent encore se réinventer au risque d'avoir les concurrents nouvellement arrivés prendre la place. Donc ça, en tant que DSI, c'est quelque chose qui est très net. C'est les directions métiers, et je vais parler d'Allopneu plus spécifiquement sur ces 5 dernières années, sont obligés de se réinventer dans leur organisation et dans la relation à la DSI, parce qu'ils se rendent compte que 3 personnes dans un garage peuvent créer un site en quelques mois, là où une société qui commence à avoir 10 ans, c'est plus vraiment une start-up, ça devient une PME structurée, devient plus lente.
Donc en tant que DSI, c'est le gros challenge, c'est de réussir à faire adapter l'organisation de ses équipes évidemment, d'accompagner l'entreprise le mieux possible, mais faut-il encore y avoir une prise de conscience et une volonté des dirigeants de le faire, ce qui est le cas chez Allopneu, avec qui on a décidé de créer un pôle digital. Donc un vrai rôle de Chief Digital Officer. Moi en tant que DSI, je pourrais continuer de me dire, je garde tout chez moi, j'ai ma chapelle, j'ai mes direct reports, et on contrôle tout. Ça n'a pas de sens. La collaboration dont parlait Olivier est essentielle, et savoir dire, il faut des gens pour faire au quotidien, au plus proche du métier, les évaluations, passer du temps sur des appels d'offres, etc., tout en ayant une informatique agile, efficace, avec du développement de culture DevOps dans un projet qui est fondamental pour réussir à produire efficacement de manière agile, produire des applicatifs en parlant de, je vais dire des gros mots, mais de MVP, de Minimum Viable Product, qui est vraiment une transformation de la façon dont les projets se passent, où on a tendance à dire je vais faire un gros cahier des charges et on verra ce qui se passe dans un an ou dans 2 ans. Ça ne fonctionne plus. Le métier a besoin qu'on génère de la valeur vite, que l'outil, l'informatique, on parlait d'infrastructure, on parle de développement, aille aussi vite que ça, et ça passe par la façon de travailler. Les outils, ou la boîte à outils, on l'a. C'est comment on utilise différemment ces outils-là. Olivier l'a dit, hein, on n'a pas réinventé tout un certain nombre de choses, c'est comment on les assemble et on les utilise différemment. Donc moi, je l'ai vécu chez Allopneu, et ça fait 2 ans maintenant que cette transformation organisationnelle, parce qu'il a fallu passer par une transformation organisationnelle, a été amorcée et à jour aujourd'hui. Voilà, avec ce pôle digital, cellule de product owner, on parle de métier, transformation de mes administrateurs système en véritables opérateurs DevOps capables de fournir avec leurs idées, c'est mettre le collaborateur en fait au cœur du projet, et cette collaboration va faire émaner les idées qu'un mode organisationnel et managérial pyramidal traditionnel ne sait pas faire évoluer. Donc cette transformation-là, moi j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner, la mettre en œuvre au sein d'un acteur comme Allopneu. Mais voilà, je pourrais vous parler, mais là ça commence à dater un peu du passage du métier au web. Il y a eu beaucoup de transformations du digital dans la carrière. Merci. En gros, ce qu'on explique là, c'est qu'évidemment les projets se sont transformés autant en interne qu'en externe. On parle de véritable expérience. Si on veut que tous les collaborateurs soient investis et puissent apporter leur pierre, il faut évidemment positionner les projets autrement, plus en forme pyramidale. Et pareil, de l'autre côté, les clients s'attendent à une vraie expérience. Ce que disait Olivier entre Publicis et Capgemini, c'est parce qu'effectivement, Publicis va sûrement créer une expérience client plus avancée que Capgemini. En tout cas, pour le client, c'est ce qu'il pense au démarrage. Il a peut-être raison, peut-être tort, mais... Complètement, je n'ai pas parlé des partenaires, mais pour en dire quelques mots, moi j'ai vu cette transformation en 5 ans. Le choix des acteurs que j'ai dû faire, ceux que j'ai choisis il y a 5 ans dans le contexte qui était celui d'Allopneu, ne sont plus du tout ceux avec lesquels on travaille aujourd'hui. Non pas parce qu'ils évoluent pas, mais il y a d'autres acteurs plus agiles, plus rapides, avec lesquels qu'on identifie, qui sont capables d'amener à la fois cette expérience qui est le maître mot, les structures de conseil qui font que du conseil méthodologique, c'est terminé. Le client, il a besoin d'avoir la méthode, certes, elle est toujours importante, mais aussi de l'expérience. Et aussi bien en méthode projet qu'en méthode, qu'en expérience métier, et également en expérience, en référence. Les références prennent le dessus. Donc des ESN avec lesquels on travaillait, avec des collaborateurs en régie, quelques petits projets au forfait, en mode cycle en V, on est passé complètement, il y a 2 ans et demi de ça, en full méthode agile. Donc des acteurs qui ne savaient pas nous accompagner en disant oui, mais nous ça va prendre un peu de temps, ça va coûter plus cher, etc. Je suis désolé, on va travailler avec quelqu'un d'autre qui est déjà prêt. On n'a pas le temps de vous attendre. Ça va tellement vite qu'il faut pouvoir changer. Donc les partenaires doivent s'adapter, et cette transformation digitale au sein des projets digitaux, elle existe aussi chez les partenaires extérieurs, pas uniquement dans les entreprises. Et Olivier est bien placé pour le savoir, mais il faut se réinventer en permanence sur la façon de travailler, tout en continuant de s'adapter aux clients. Une entreprise qui n'a pas pleinement conscience ou qui ne veut pas du digital, dans une certaine mesure, on ne va pas lui forcer des méthodes non plus qui n'ont pas de sens au sein de son organisation. Mais c'est toute cette capacité à adapter les éléments qui est vraiment importante. Oui, ça a des impacts complets voilà, sur les métiers. Oui, Olivier, vas-y. Je rajoute juste un truc, mais c'est génial ce que tu racontes là. Non, mais c'est génial parce que ou quoi là, je mets ma casquette de commercial. C'est génial, pourquoi? Parce qu'il lève un élément essentiel du paradoxe qu'on vit. Il y a 2 types de clients. On en parlait ce matin. Il y a les clients comme lui, Allopneu. Donc lui, il attend la super boîte agile qui s'adapte, qui travaille en DevOps et plus de cycle en V, mais parce qu'ils ont cette culture et ces coups d'avance. Et puis, il y a l'autre boîte à côté qui ne sait même pas de quoi on lui parle.
Et celle-là, si tu arrives avec Star Wars dans les étoiles, tu lui fais tellement peur qu'il se dit, mais surtout, il faut rien que je fasse. Donc, quand tu te mets en position de chef d'entreprise, de dire, je dois adapter mon discours commercial et mon offre au marché que j'adresse, et je te dis pas les enjeux, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est juste ce que je voulais raconter. C'est en gros les profils aussi. Après, Hervé donnera son expérience parce que tu as travaillé dans le web et dans les CRM et ERP. Et puis tu as la vision avec Shake et Y Digital global. Mais c'est vrai qu'on se dit conseiller une formation pour travailler dans des projets IT digitaux. Au final, plus on a un couteau suisse, mieux c'est que se dire on a un pur ingénieur ou un pur commercial. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on vient de mettre le doigt sur quelque chose. J'ai l'impression, c'est cette cohabitation de deux mondes qui, en fait, n'ont à peu près aucun rapport. En vous écoutant, je riais intérieurement parce que je repensais à Oyeye. Vous vous souvenez, dans les années 70, il y a eu les transistors et puis tout à coup, on avait des gros orchestres de jazz, des formations symphoniques, etc. Et puis il y avait trois couillons avec une guitare qui se mettaient à vendre des millions de disques. Ils n'étaient pas très bons musiciens, mais ils envoyaient, ils avaient la niaque. Et les deux mondes se mélangeaient pas du tout. On ne pouvait pas mettre les rockers chez les classicos, alors inversement, j'en parle même pas. Et on est exactement dans cette situation-là, parce qu'en fait, il faut quand même connaître la musique, et c'est le métier de tes équipes, ou le tien, Laurent. Ça veut pas dire qu'il faut pas apprendre le solfège, et qu'il faut répéter des heures, et qu'il y a un gros travail derrière. Mais culturellement, il y a un problème. Je vais juste vous parler 5 minutes de Y Digital qui se tient après-demain, jeudi et vendredi à la Coque, chez Vincent. On s'est demandé, mais comment parler de digital? Bon, la transformation numérique, ça fait quand même quelques années qu'on commence à en rebattre les oreilles des personnes qui sont présentes ou qui nous écoutent. Et on s'est dit, mais franchement, si on organisait un festival de rock, est-ce que ça serait intéressant d'entendre des types parler de cordes de guitare pendant des heures? Franchement, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce côté musical, c'est la création. Et je crois que le vrai problème qui se pose aujourd'hui, même dans les équipes, c'est qu'un chef de projet, il doit avoir des idées. Il peut être très bon technicien, et je réponds incidemment à ta question. On recourt assez fréquemment, quand on peut, quand on a les moyens, à des doubles profils, des gens qui sont ingés, qui ont fait une école de commerce, qui ont fait l'IAE après leur école d'ingénieur, enfin voilà. Là c'est la voie royale, et puis qui savent un peu jouer façon rock. Mais il y a un côté impro, il y a un côté créativité qui est hyper important. C'est celui d'être capable de prendre un projet et de comprendre quelles sont les bornes de ce projet, les bornes spatiales et temporelles, hein. Qu'est-ce qu'on attend de moi, dans quel délai? Mais aussi de mettre cette petite touche en plus qui va faire que le client va avoir envie de déclencher. Et là, quand on entend Publicis par rapport à qui c'était? Par rapport à Cap, on se doute que peut-être chez Publicis, ils avaient le pétard au coin de la table de ping-pong. Ils étaient un peu dans la créa fumeuse. Mais derrière, ça envoie du lourd parce qu'il y a des vraies équipes techniques qui, encore une fois, pour prendre la comparaison musicale, connaissent vraiment le solfège. C'est-à-dire que quand il s'agit de jouer et d'enregistrer le disque, il y a du monde pour le faire, vraiment. Et c'est de ça dont on a besoin parce que je vois des gens avec qui j'ai travaillé, des jeunes, des étudiants, ça existe. Il y a des gens, ils ont bossé le solfège, ils ont été à l'école, mais quand on appuie sur le bouton, qu'on dit envoie, derrière, techniquement, les fichiers sont prêts, l'infra elle est organisée, ça suit. Et pour revenir, et je vais terminer là-dessus, pour revenir au point clé là, que vous venez de lever, qui est cette cohabitation de deux univers qui se parlent assez peu, c'est compliqué pour les gens qui sont dans la salle côté je me fais recruter, ou côté recruteur, parce que parfois on est un vrai rocker et on est dans un orchestre classique et il faut qu'on trouve un élément, on a envie de recruter un rocker. Et c'est pas tout à fait l'idée du big boss dans une organisation pyramidale. Ah, ou c'est l'inverse. Parce qu'on a des classicos dans des groupes de rock et parfois ils nous cassent un petit peu les pieds. Donc il faut qu'on apprenne à parler le même langage et c'est pour ça qu'on sait pas trop. Enfin, on sait qu'on va finir par faire de la disco là dans pas longtemps, hein, de la boîte à rythme, du truc poum 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 poum. Ça va s'organiser tout ça, mais on est à ce moment où on est parfois en eau saumâtre du point de vue du recrutement et il faut être très caméléon. Voilà.
Je pense, comme disait Laurent, l'agilité, qu'elle soit avec ses prestataires ou en interne, est très importante. Et c'est pas parce qu'on fait un choix. Merci encore Olivier et bon voyage. Hein. Elle est importante, même si vous faites un choix de formation, vous avez une formation, ça ne veut pas dire que indéfiniment vous serez toujours dans les mêmes domaines. Il faut savoir s'adapter globalement. Et au contraire, hein, des personnes qui ont plusieurs expériences, c'est quand même plus simple d'avoir une synthèse, une maîtrise globale et d'être flexible pour l'entreprise. On ne demande plus des full experts, il en faut, hein, parce que ça, on n'a pas le choix, notamment sur du développement ou autre. Mais par contre, il y a plein de métiers transverses, et notamment pour mettre en place des stratégies ou pour penser aux stratégies. Si on est d'une école unique, rocker ou classico, c'est un peu plus compliqué. Vincent, alors là, on va parler d'un projet, on va dire, très spécifique, mais avant de commencer sur le projet d'intégration de RP, est-ce que toi, tes équipes, tu as constaté aussi le changement comme Laurent, ou est-ce que chez le groupe Erto, qui est quand même un groupe de transport, oui, qui est un métier, on va dire, de base à faible valeur ajoutée aussi, comme était la vente de pneus, hein, qu'est-ce que tu as constaté ces dernières années, avant de parler vraiment de ce projet et d'expliquer un peu comment a fonctionné le projet? Très bien, merci, bonjour à tous. Alors excusez mon élocution, je serai peut-être pas aussi bon que mes collègues. Moi j'ai un parcours, donc ça fait 26 ans que je suis DSI. J'ai toujours été DSI dans des entreprises qui utilisent l'informatique. J'ai été dans l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui dans le transport depuis plus de 5 ans. Donc j'ai toujours managé des ressources informatiques au service principalement des utilisateurs et toujours un petit peu à la marge des entreprises aujourd'hui donc dites du numérique et qui sont toujours dans le front des technologies. Moi j'ai toujours été dans le bac, j'ai toujours été dans le dernier wagon, donc c'est intéressant aussi de voir comment on appréhende ces projets informatiques depuis le dernier wagon. Eh bien, en fait, moi, ce qui me plaît dans les entreprises utilisatrices et manager des équipes informatiques dans ces entreprises-là, c'est de leur venir en aide pour accomplir leur passion qui est l'informatique dans des conditions plutôt très défavorables. Ouais, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets que dans certains autres grands corps de l'économie. Là, autrement dit, là, je suis dans le transport et c'est vrai que pour défendre un projet, un projet, là notamment on termine un projet de 3000 jours de développement homme, donc on refond 2 applications métiers principales, donc le groupe Berthaud c'est 3000 salariés sur une 50aine de sites, 3 activités différentes et on est une équipe, on est 16 collaborateurs et que ce soit la partie infrastructure, l'assistance aux utilisateurs et le pôle projet, on fait du 100% maison. Donc pour vous dire que les journées de 24 heures sont très courtes et il faut beaucoup de hauteur de vue, d'engagement pour tenir les délais et assumer ces projets. Donc ce projet que l'on termine, donc comme je vous ai dit, c'est 3000 jours hommes. On refond 2 applications métiers qui ont 30 ans d'âge. On part de 2000 tables d'information Oracle. On parle aussi de 500 écrans. Je ne sais pas si ça vous parle. Et on refond tout ça, on met à la moulinette et on sort une application donc, développée en Java. Et le framework ADF qui a choisi Oracle pour redévelopper 100% de sa flotte logicielle. Donc on a fait ce choix technologique et le rôle du DSI, ça a été finalement de convaincre la direction générale de partir dans ce chantier et de l'assumer jusqu'à la livraison. Donc là c'est le 1er octobre, il ne me reste plus beaucoup de temps pour partir si la maison brûle. Ce n'est pas le cas, je vous rassure, tout se passe très bien. Et donc arriver donc, à respecter les délais, les budgets. C'est un projet de près de 3 millions d'euros. On arrive donc dans les délais, avec même on a économisé 13% du budget annoncé initialement. Donc c'est une très belle réussite. Les retours utilisateurs sont très bons. Là on est en train de démarrer les formations. On a 300 utilisateurs à former sur toute la France.
Tout se passe très bien, tout le monde est content. Donc finalement, on dit, on est arrivé à mener un projet, à manager un projet dans les règles de l'art. Et quand on est en recherche d'emploi ou qu'on est étudiant, on se dit, mais comment on peut arriver à faire ça, à manager un projet? Eh bien, en fait, manager un projet, c'est être à l'écoute des contributeurs du projet. Donc, c'est constituer une équipe qui a envie de remporter le championnat. Hein, donc, c'est être un très bon observateur, écouter les ambitions des uns et des autres, que ce soit pour la partie de ceux qui fabriquent l'outil, donc ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre anciennement, et la maîtrise d'ouvrage, ceux qui prononcent leurs exigences projet, ce à quoi ils veulent arriver avec ce projet-là. Donc c'est réussir à écouter les deux parties, mettre en présence sur le terrain la meilleure équipe et animer un esprit d'équipe du lundi au vendredi, les laisser tranquilles le week-end, se reposer et repartir le lundi et mettre en place un management de proximité, c'est-à-dire ne pas les abandonner quand c'est difficile, les soutenir. Donc ça, c'est quand on est DSI, c'est aller dans les comités d'avancement projet et les défendre, quelle que soit l'orientation du vent. Voilà. Donc c'est ça avant tout, manager un projet dans une entreprise utilisatrice. C'est un projet initié par la DSI ou initié par la direction au démarrage? Alors c'est un choix de la direction générale, puisque Groupe Berthaud a l'ambition de se développer, puisque donc on a l'ambition d'ici quelques années de tripler. Donc on a une voie tracée qui est là, qui est devant nous, et Groupe Berthaud ne pouvait pas continuer avec ces outils cœur de métier qui étaient complètement inadaptés à la bonne gestion. Et là, effectivement, on a deux voies qui se prononcent. C'est soit la voie de l'ERP standard et bien sûr, les 90% des DSI, voire plus aujourd'hui, se dirigent vers cette voie-là. Or, notre métier, le transport, on l'a dit, c'est un domaine très difficile aujourd'hui pour dégager des marges réelles. Et ça se fait par forcément la maîtrise des savoir-faire. Et prendre un ERP aujourd'hui, c'est forcément l'adapter toujours à sa situation, à sa gestion. Et c'est toujours un taux, 10, 15, 20% ou plus, de spécifique à pousser. Mais ces spécifiques que l'on va cofinancer, eh bien, ils vont retomber dans le domaine public le jour où l'éditeur, bien sûr, les intègre dans sa version. Et c'est quelque part donner à sa concurrence un savoir-faire. Donc la décision a été prise de redévelopper 100% cet ERP en interne. Bien sûr, technologiquement parlant, c'est un défi, hein, avec des petites équipes. On a la partie MOE, c'était 6 personnes équivalent temps plein. La partie MOA, ils étaient, on va dire, à 4 équivalents temps plein à peu près sur 3 ans et demi. Donc c'est vrai que c'est un défi. Alors c'était nouveau pour Groupe Berthaud, c'était aussi trouver des partenaires pour co-développer cette application. Oui, c'est pas que des équipes on va dire, internes. Vous êtes appuyé sur des temps partiels ou soit sur des partenaires. C'est ça. Donc on a trouvé des partenaires pour le co-développement, dont notamment une SN de la région nantaise qui était très spécialisée sur cette technologie ADF Oracle. Et aujourd'hui, on a fait ce pari. Effectivement, c'est très bien passé, une très bonne collaboration. Ça permet d'apporter de la sécurité aussi au projet. On l'a dit, les ressources sont très difficiles à trouver. On a un forum de... Votre équipe normale est constituée de combien de personnes? Alors, nous, à DSI, on est avec les ETP, on plafonne à moins de 20. Moins de 20 effectifs, répartis en 3 pôles. Un pôle assistance utilisateur, qu'on appelle un centre de service client, ensuite un pôle infrastructure et un pôle projet, pôle ingénierie projet. Et d'ailleurs, j'appelle candidature, s'il y a des experts Java ADF dans l'Assemblée, on recrute. Et on parle de mixité aujourd'hui sur d'autres ateliers. En termes de mixité, j'imagine s'il y a beaucoup d'infrastructures, de développement, c'est plutôt... masculin ou vous avez une répartition Oui, c'est malheureusement, oui, c'est sur l'équipe, on a deux féminines. Mais oui, c'est vrai que c'est plutôt un job masculin. Alors le transport, effectivement, déjà. Et la DSI, c'est vrai,
j'ai rarement... Laurent, toi qui as eu 2 expériences à l'OPNE et voyage privé, tu as expliqué que tu as transformé aussi tes équipes avant et après. Est-ce que le féminin est un peu plus rentré ou c'est pas encore ça? Alors moi j'ai la chance dans le e-commerce d'avoir toujours eu beaucoup de féminins. Alors je parle pas de la population pure des développeurs, mais une équipe d'une DSI, lorsqu'elle est composée de product owners, il y a beaucoup de féminins dans ces métiers qui sont très orientés produits. On parle plus d'AMOA, on parle de product manager. Dans les métiers du testing, dans les métiers du support applicatif, c'est très mixte en fait. Après, c'est vrai que si on prend plus l'infrastructure, c'est un petit peu plus masculin, mais l'équilibre est là. Peut-être pas tout à fait l'équilibre, mais en tous les cas, un bon 30-70. Et après, dans le monde du tourisme, forcément, entreprise où la parité est très présente également. Sur la transformation des équipes, en revanche, c'est la transformation de l'autonomie et de la responsabilité du collaborateur que moi j'ai eu l'occasion de voir évoluer, de mettre en place. Savoir, on est sorti de cette DSI un peu cathédrale avec un pôle projet, un pôle développement, un pôle infrastructure. Moi, lorsque j'ai quitté à l'OPNE fin juin, j'ai laissé une équipe organisée depuis 2 ans avec 10 direct reports au DSI, du support applicatif, du DevOps, de l'archi, du dev, et 5 équipes de réalisation, avec une organisation matricielle dans le projet, très agile et collaborative, le métier directement avec le Scrum, avec le développeur et avec la personne DevOps. Pas besoin d'aller dans tous les projets, même s'il faut être présent, je rejoins ce que disait mon confrère, la présence du DSI est là, mais en tant que chef d'orchestre et comme coach de ses équipes, et non pas comme décideur, qui doit être un prérequis absolu pour voir passer tout ce qui se passe dans son équipe. Sinon, ça ne marche pas. Donc l'agilité, elle vient de là. Et cette transformation-là, je l'ai opérée il y a 2 ans, et il a fallu pas loin d'1 année, culturellement, pour que les managers en place acceptent de laisser leurs propres équipes devenir autonomes, ne plus être au courant de tout, et être malgré tout, avoir cette vision transverse qui va faire qu'on est capable d'aider et de coacher, d'intervenir pour aider ces équipes et non pas leur dire ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est fondamental dans la transformation d'un projet digital et dans l'IT en général. Encore une fois, après, tout est question de culture et de contexte des entreprises, mais si on ne démarre pas cette transformation, parce que dans transformation digitale, il y a transformation, il faut commencer un jour pour obtenir ce type de résultats et capitaliser sur ces nouvelles approches, sur une nouvelle façon de travailler. Si on ne commence pas, on reste enfermé dans des façons de procéder qui ne permettent pas de révéler le meilleur des équipes. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été un changement majeur auquel j'ai pu assister et auquel j'ai pu contribuer. Et donc dans vos pratiques de recrutement, c'est-à-dire que maintenant vous recrutez plus de la même façon. C'est-à-dire qu'avant vous preniez des profils très spécifiques. Vous êtes plus sur la compétence maintenant, sur... Je dirais que c'est à nous de nous adapter au marché. Parce que les candidats, et je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont représentés à Made in Job aujourd'hui, savent et cherchent des entreprises qui ont eu ce déclic de transformation organisationnelle. Et aujourd'hui, il faut convaincre le candidat que l'entreprise a enclenché cette transformation. Sinon, on ne fait plus venir les talents. Donc le changement, il vient de là. Il vient pas de nos collaborateurs internes. Il vient dans la façon dont l'entreprise va utiliser les nouveaux talents et qui viennent avec des nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et c'est aussi ça la richesse, c'est de savoir transformer ses collaborateurs internes tout en faisant venir du sang neuf. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir du recrutement permanent, non pas qu'il y ait du turnover, mais c'était une croissance d'effectifs. 15 personnes en 2005 et une cinquantaine en 2018. Donc forcément, c'est un petit peu plus facile. Mais ce sang neuf, il faut l'intégrer. Il faut intégrer l'humain avec ces nouvelles envies, ces nouvelles approches, ce qu'il a appris à l'école, lorsque c'est quelqu'un qui sort de l'école. Et c'est ça qui va faire la transformation. Je parle de la DSI, mais c'est vrai aussi au niveau de l'entreprise. Hervé, toi qui viens plus du monde de la communication, du web, autant l'informatique, les infrastructures sont venues vers le monde de la communication, mais du côté de la com et du marketing, la transformation, est-ce qu'elle est aussi venue vers l'informatique? J'imagine que ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là aussi. Du côté de la com et du marketing, aujourd'hui, il y a plus de digital quasiment. J'exagère, mais en fait à peine parce que on trouve des entreprises pour lesquelles le process n'est pas franchement encore enclenché. Et c'est une banalité que de le dire, mais ce process, il a démarré de la part des destinataires des messages de communication, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans la main, et qu'une entreprise qui oublie ses médias est à la rue.
enfin, elle doit traverser la rue pour trouver un nouveau job et elle n'est pas du tout en phase avec son marché, sauf dans certains secteurs. Mais dans la com et le marketing, s'il y a du digital partout, la vraie infiltration et organisation avec vraiment du digital dans l'ADN, elle n'y est pas. Il ne faut pas généraliser, mais elle est souvent à l'état de gadget. Si je prends des grandes entreprises pyramidales jusqu'aux petits commerçants, par exemple, qui va utiliser les réseaux sociaux, les outils digitaux ne rentrent pas forcément dans la stratégie. Ils ne sont pas forcément liés au système d'information. Je prends un exemple très simple, hein, c'est de savoir si un produit est disponible dans un commerce. Un commerçant qui n'a pas un stock mis à jour en temps réel entre son point caisse et son e-commerce, s'il en a un, il est pas organisé, on peut pas en parler. Et dans une grande entreprise, eh ben on a encore toujours le community manager un peu en verrue quand on parle de système d'information. Mais on a mis un sticker community manager et ce community manager, quand l'évolution arrive, la direction essaye de... Il se passe quoi là, on dit quoi là, que je peux avoir des infos. En termes de marketing purement, il y a une question qu'on peut poser à un dirigeant, même un grand dirigeant, j'allais dire, c'est de lui dire comme ça, brûle pour point, est-ce que tu connais tes mots-clés? Mes mots-clés, tu veux dire, quand on me recherche sur Google, oui, on te recherche avec quoi sur Google? Il dit, je vais taper le nom de ma boîte, je suis sorti en tête. Bon, parfois, il ignore que son navigateur a enregistré des informations qui font que Google lui fait très plaisir, parce que Google sait faire. C'est son ami. Mais on lui dit, mais tu sais ce que c'est des bons mots-clés? Le type est en COMEX, hein, parfois il a une équipe marketing assez large et ça se passe pas dans les entreprises que tu connais, chez Allopneu ou chez Voyage Privé, les mots-clés, les bons sont connus par le dirigeant de l'entreprise et cette liste est mise à jour dans sa tête quasiment quotidiennement, c'est-à-dire qu'il a son palmarès et il sait sur quoi il doit acheter de la pub ou forcer le référencement. Mais ça c'est une vraie info stratégique. Si elle n'est pas intégrée du haut en bas de tous les étages de la pyramide, et les entreprises qui se digitalisent ont moins d'étages que les autres, eh ben on sait que ça ne va pas. Et j'ai une autre question piège à poser aux dirigeants, c'est est-ce que tu sais ce que c'est un bon mot-clé? Quand il me répond c'est un mot-clé qui convertit, qui occasionne de la vente ou de l'engagement de mes utilisateurs, je me dis ouf, bon, je n'ai pas grand-chose à t'apporter. S'il ne sait pas, il y a encore de la pédagogie à faire. Et ça veut dire qu'en fait, souvent, on a des community managers ou des publicitaires qui vont mettre au point des messages qui vont pas être raccord avec c'est le sol, en fait. Hein, c'est la rue, c'est la réalité du monde qui se passe aujourd'hui aussi dans le digital. Et ça c'est une vraie difficulté. C'est une difficulté sur le système d'information, c'est une difficulté sur le marketing et la communication. On est d'accord que le monde a changé, que le digital a fait que les gens ont changé aussi. Hein. Même, on peut pas dire que c'est les jeunes générations qui engendrent les changements, c'est juste que la société a évolué. Même nous, on est impatients. Hein. Quand on veut acheter quelque chose, on veut le lendemain, voire le jour même, l'avoir à la maison, ce qui est pas toujours possible. Et donc, c'est vrai que ça a des impacts globaux sur l'entreprise, l'interne et l'externe. Globaux. Voilà. J'ai assisté à une réunion j'allais dire parents-prof, pardon, c'est un tic de langage. Une réunion de profs, là, parce que j'interviens dans différentes écoles. Eh ben, on n'est pas tous assez rock comme profs pour les étudiants qu'on a en face de nous. Et c'est compliqué parce qu'il y en a qui savent pas jouer, ils n'ont pas bossé le solfège et ils font et ils veulent faire du bruit. Donc il va falloir les aider à progresser sur la technique. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en plus quand je parle de technique, c'est aussi sur la méthodo, savoir rendre compte, avoir un log avec ce qu'on fait, enfin toutes les conneries de vieux. Pour pouvoir répondre à la question on en est où, et travailler en équipe aussi, c'est un truc qui est pas facile, hein, parce que dans les groupes de rock, parfois le batteur, tout le monde doit se caler sur le batteur, c'est lui qui fait le plus de bruit, donc il y a des batteurs dans les classes, et aussi parfois une prétention, parce qu'ils finiront pas tous rockstar, et en tant que prof, on était malheureux de... enfin vraiment, c'était
un regret de voir qu'au bout de 3 ans, 5 ans, il y a des étudiants qui disent mais non mais moi quand je sors de l'école les CDI je les emmerde, les boîtes c'est pas bien, ou alors je me ferai recruter à 5000 mais on verra ce que je fais. Enfin ils se font un peu des idées parfois et je pense qu'il y a une question d'esprit. Alors on prend toujours les jeunes pour des cons, je lutte contre cette idée, hein, mais c'est toujours facile de dire que la génération suivante est pas à la hauteur. Mais je pense qu'il y a une responsabilité en tant qu'employeur ou en tant que formateur à donner ce contact avec la réalité, parce qu'en fait, il va falloir qu'on joue ensemble. Je reviens toujours à mon truc musical, mais il va falloir qu'on joue ensemble. Donc autant que ça se fasse dans le plaisir et sympathiquement, et qu'on fasse de la belle musique ensemble. Et ça, c'est des messages qu'il faut faire passer. Il y a ce côté humain qui est quand même super important, parce que des équipes comme les décrit Laurent, ça fonctionne parce qu'il y a des degrés de confiance et de bienveillance entre les gens qui sont importants, parce qu'on se voit sur des périodes de temps qui sont très courtes. On a des outils qui peuvent occasionner assez facilement des relations pourries, hein, du mail, du Slack, machin. Si on part au fight, il y a pas de garde-fou parfois. Donc j'insiste sur ce côté humain. On est dans une époque où on peut apprendre très très vite certaines choses, même si c'est hors de son champ habituel de compétences. Hein. Je vois des gens qui apprennent à coder dans des équipes marketing ou qui deviennent des dieux de la stat parce qu'ils ont ça dans le sang, ils le savaient pas. Donc on peut apprendre très très vite, mais surtout il faut avoir envie de jouer en équipe et être assez humble dans la démarche, parce que je sais pas si tu peux confirmer ça, Laurent, mais il y a des talents qui se révèlent et on peut faire monter des gens très très rapidement. Et ça se fait sur la compétence. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'adore auprès des étudiants que je vois. Je me dis, lui, en fait, devenir manager et faire jouer à celui qui a l'équipe la plus grosse, ça sera pas sa vie. Par contre, dans le baroud, dans l'action, ça c'est du très bon. Et il y a des belles carrières de spécialistes comme ça qui jouent en solo, mais ils savent accompagner le grand orchestre et ils vont donner quelque chose. Mais je me reconnais complètement là-dedans. Mais la transformation d'une équipe, c'est savoir identifier des potentiels et cette transformation digitale, elle passe par ça. Ça sert à rien de se dire ouais, j'ai pas les bonnes équipes, c'est trop facile, je vais aller recruter des cadors et je vais y arriver. En fait, il faut réussir à laisser la parole à ses collaborateurs qui, bien souvent, ont plein d'idées, mais qui sont tellement étouffés dans l'organisation qu'ils n'arrivent pas du tout à les exprimer. Moi, les cas concrets, ils sont très simples. Un développeur, quand je suis arrivé en 2013 chez Allopneu, le tableau qu'on m'en a décrit, on m'a simplement dit le gars, ça fait 3 mois qu'il a la jambe dans le plâtre, il prolonge son arrêt maladie, etc. J'ai dit, écoutez, moi, je ne veux pas savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, je le verrai moi, et on discutera. Aujourd'hui, ce développeur est devenu responsable architecture à Allopneu. Je ne rentrerai pas dans le détail, je ne donnerai pas de nom, mais il a failli se faire virer 5 fois. Et à chaque fois, j'ai rattrapé la direction en leur disant, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte du potentiel du SK. Et aujourd'hui, il est pris en avant-projet avec le pôle digital qui a été créé là-bas, dans tous les sujets. Idem côté exploitation. Quelqu'un d'étouffé par son manager, qui faisait de son mieux pour être agile, réactif, et un jour, il en a eu marre d'être désorganisé. Non mais j'ai pas de priorité, ça change toutes les minutes, mais vraiment toutes les minutes, et c'est plus de l'agilité, c'est du bazar désorganisé. Et le jour, je lui dis écoute, vas-y, c'est toi qui prends cette part de responsabilité là, tu es autonome, ton manager il est là, je le désavoue pas, et en cas de besoin, mais il a fait une percée, il est devenu 100% autonome. Tous les administrateurs système, on n'est pas 12, mais il y en avait 3 dans l'équipe, se sont retrouvés derrière lui, et ce collaborateur qui avait des choses à dire mais qui n'osait pas les dire parce qu'il se dit bon, les chefs doivent savoir ce qu'ils font. À partir du moment où on l'a laissé s'exprimer, mais on a avancé puissance 10. Donc c'est ça en fait la transformation, identifier les potentiels en interne plutôt que de vouloir à tout prix les chercher. Alors bien sûr du 109, je le disais tout à l'heure, c'est utile, mais il y a des gens qui ont envie et il faut les identifier, c'est tout. Donc ça c'est le rôle du DSI, d'une direction en général. Et il faut les identifier. Et ça, si on ne fait pas ce travail-là, on passe à côté du vrai sujet. On est d'accord que l'expérience est aussi importante à l'extérieur qu'à l'intérieur d'une entreprise. Il y a aussi le constat aussi que les nouvelles générations ont besoin de challenge et sont plus prêts à partir d'un challenge à un autre. Donc c'est aussi au manager d'avoir une équipe qui peut du jour au lendemain remplacer un collaborateur. Donc ça, c'est des choses qu'on avait moins l'habitude à l'époque parce que les gens restaient plus longtemps dans les entreprises.
Ça, c'est évidemment l'évolution de la société qui est importante. On va passer aux questions parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que dans l'Assemblée, vous avez des questions sur comment manager un projet IT, sur les métiers autour des projets IT? Bon, je vais laisser chacun conclure. Hervé, si tu veux conclure sur ta partie, toi, manager un projet, conseiller, si on veut s'engager dans ce genre de métier, quel conseil tu as à donner? Alors, je dirais avoir envie de jouer ensemble. L'équipe est extrêmement importante, mais aussi, si on doit jouer en solo, ne pas oublier de travailler ses compétences tout au long de sa carrière. Ça me paraît un point clé, et de ne pas se mettre d'œillères, parce que faire preuve de créativité et rester vigilant sur ce qui se passe autour de soi et sur les évolutions, c'est hyper important, parce qu'on ne sait pas où on va globalement. Ça bouge très très vite. Laurent, t'as déjà dit beaucoup de choses, donc mais quel conseil tu aurais à donner globalement pour les gens qui sont pas forcément dans le métier ou qui veulent y aller et qui se disent c'est peut-être pas fait pour moi? Que dans transformation digitale, il y a vraiment le mot transformation, donc c'est vraiment se transformer soi. Ça paraît juste une évidence de le dire, mais c'est savoir parfois. Je parle des gens qui sont déjà en poste, mais une personne en poste qui a son précaré, c'est de savoir lâcher une partie de ce précaré pour accepter un changement de périmètre, pour se retrouver, s'épanouir dans une autre partie du périmètre. Ça, c'est le conseil que je pourrais donner. Pour l'avoir vécu chez des managers qui ne voulaient pas lâcher et qui finalement ne deviennent pas bien parce que l'entreprise a besoin de bouger, et l'entreprise bougera quoi qu'il arrive. Donc c'est savoir adapter son périmètre, se réinventer et se transformer soi-même au sein d'une organisation qui a envie de faire évoluer les choses. Et évidemment, ça c'est à titre personnel, mais si on sait le faire en tant qu'équipe, et apporter ses idées et avoir la pédagogie, parce qu'il faut parfois beaucoup de pédagogie pour faire passer ses idées, et de la patience, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Et donc on peut se dire, on a toujours une bonne excuse de dire que j'ai un patron qui écoute rien, qui comprend rien. Trouvons les bons mots, associons des énergies au sein de l'entreprise qui permettront de faire passer le message différemment, peut-être quelqu'un d'autre que soi d'ailleurs, et là on contribuera à cette transformation. Voilà, donc ça c'est mon conseil. Merci Laurent. Vincent, le mot de la fin. Oui, alors je pense que pour choisir ce métier de manager de projet, en fait, il faut avoir envie de rendre un service à un client. Donc c'est d'avoir conscience de ce que veut le client précisément. Et ensuite, c'est de vouloir travailler dans une équipe et dans cette équipe, révéler le meilleur de soi, c'est-à-dire privilégier le savoir-être plutôt qu'au savoir-faire. Et je pense que tout ira très bien. Merci à tous. Merci messieurs, et à la prochaine conférence. Merci.